Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation matinale où on va parler de PG, de PostgreSQL, de SQL et d'énormément de choses qui datent. On va être d'accord, dans une conférence où normalement on a beaucoup de hype, là on va parler d'un truc qui est qui est plus vieux que moi, hein, réellement. Donc ça a commencé dans les années 70 avec Michael Stormbreaker qui a créé une base de données, un projet qui, à l'époque, le SQL n'existait même pas. Et il y a eu un succès commercial, des choses ont marché, mais il s'est dit après quelques années, j'ai envie de l'améliorer ce projet. Donc je vais retourner sur les bancs de la fac avec des étudiants très bons pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et à l'issue de ça est né Postgres. Postgres pour donc Post-Ingress. Ingress était le projet d'origine des années 70 et ils ont fait donc la suite avec Post. Et c'était une époque où on mettait le nom des années dans les applis, vous vous en rappelez, c'était il y a longtemps. Et on sait que ça vieillit très mal parce qu'en 96, bah forcément 95 ça marchait moins. Donc ils ont fait PostgreSQL parce que ça supportait la norme SQL officiellement, ils ont fait la V1. Mais puisqu'ils avaient quand même quasiment 10 ans d'existence de Postgre, l'année suivante, en 97, ils ont mis PostgreSQL V6. Donc c'était un bordel au début, mais maintenant ça s'est stabilisé. On a des numéros de version ordonnés, simples et compréhensibles, et tous les ans il y a une release intéressante. Pour me présenter, je suis Kevin, Google développeur expert sur la partie Google Cloud et Kotlin. Je suis fan de CI/CD dans GitLab, contributeur open source. Je bosse chez Gradle. Vous connaissez certainement Gradle, le build tool. Mais moi, je bosse sur autre chose. Parce qu'en fait, chez Gradle, on a un leitmotiv qui, normalement, va vous plaire et qui est pratique quand on bosse chez eux. C'est qu'on veut rendre les développeurs heureux. C'est vraiment notre idée principale. Et en fait, pour ça, on promeut le Developer Productivity Engineering. En fait, on connaît tous le XKCD de on s'amuse pendant que ça compile. Ben, nous, on vous aide à améliorer ça. Alors peut-être vous allez moins vous amuser parce que ça compilera moins, ça sera plus efficace, mais vous allez moins attendre. Parce qu'on fournit des outils qui vont d'une part vous permettre de mesurer ce qui prend du temps, mais aussi on va vous éviter de faire des choses inutiles. Si quelqu'un a compilé une classe une fois, elle ne sera plus jamais compilée, elle sera toujours récupérée d'un cache distribué entre toutes les machines, par exemple. Ou un test. On ne lancera pas un test si le code du test n'a pas changé. Ça sert à rien. Et donc, parce que si on ne mesure pas les choses, on ne peut pas les améliorer. C'est vraiment notre idée de fournir un max d'informations au travers de cet outil compatible Gradle, Maven, Bazel, SBT et d'autres à venir. Et dans cet outil, on a énormément de SQL. Le SQL, c'est un langage structuré. Et il a un avantage, en plus, c'est un langage normé. Il y a une norme, alors avantage, il y a une norme, mais défaut, c'est-à-dire que si on veut lire la norme, il faut payer, parce qu'il y a une norme. Cette norme, elle est effectivement plus vieille que moi, je suis né l'année d'après. En 86, la première version de SQL apparaît. J'ai travaillé pour cette presse sur la version 2016. Forcément, il fallait que l'année où je décide de faire une presse, il y ait une nouvelle spec qui sorte. Je ne l'aborderai pas ici. Il y a des choses très intéressantes, mais entre l'aspect et les implémentations, il se passe toujours du temps, donc ça changerait très peu de choses pour aujourd'hui. Premier élément, PG ou SQL, de toute façon, n'oubliez jamais l'ordre des choses. En fait, quand on écrit du SQL, c'est un langage déclaratif. C'est pas impératif comme du C, comme du Java ou du JavaScript. On va écrire dans un ordre des choses, mais elles vont s'exécuter dans un ordre différent. L'ordre, vous le voyez là. Ça, vous le mettez en fond d'écran, vous l'imprimez, vous le gardez quelque part. Il faut vraiment l'avoir en tête quand on crée, parce que si on ne connaît pas ça, ça va être difficile d'optimiser. Plusieurs étapes. La plus importante, from et join, c'est la seule qui crée de la data, qui prend de la data des tables et qui vous la rend disponible. Toutes les autres, elles ne font que transformer les choses. Si déjà il y a ça qui est acquis, c'est pas mal. Et autre petit avis, et là c'est mon opinion, le SQL, quand on le voit, on a décrit des trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression de me faire crier dessus. Hein. C'est tout en majuscule. Ça date d'une pratique qu'on avait dans les années 80. Aujourd'hui, on n'est plus obligé. Vous pouvez écrire votre code SQL comme ça marche très bien. On a de la coloration, c'est joli, ça marche vraiment. N'hésitez pas. Tout dans la presse, hormis le slide d'intro pour pas spoiler, sera écrit en lowercase. Et pour faire une bonne présentation SQL, il faut une bonne database SQL. Pour ça, j'ai choisi la Sakila Database. Cette
database est fournie par les équipes de MySQL, mais au final, elle a été convertie pour PG. Ça représente un modèle de quelque chose qui n'existe plus, des vidéoclubs, avec à la fois des médias, donc les films, les acteurs et ce genre de choses, et la franchise du vidéoclub, donc les boutiques, les jaquettes physiques, les clients, les employés. Et avec ça, en fait, on va pouvoir faire plein de requêtes et s'entraîner pour faire plein de choses. Et entraînez-vous sur des modèles qui sont comme ça, plutôt que d'aller vous entraîner en prod et casser des choses potentiellement. Là, vous allez pouvoir jouer. On va commencer avec les commandes table expression. Alors, pour ça, il faut se représenter ce genre de requête qu'on voit tout le temps. Moi, j'ai appris le SQL à la fac comme ça. Ça, c'est chiant parce qu'on est obligé de lire des trucs de droite à gauche, du milieu vers le haut. En fait, c'est le callback L du SQL. On est obligé d'avoir des trucs comme ça qui sont juste illisibles et on comprend pas. Moi, perso, je ne comprends pas ce genre de trucs. Trouble de l'attention, je pense. C'est un peu comme si en Java, je vous présentais ça, ça pourrait être du JavaScript ou autre, et que je vous demandais, donnez-moi la signature de toutes les méthodes que vous voyez là, méthodes ou fonctions. Bah, c'est dur à lire ici, même si vous avez la coloration sur les parenthèses, mais en vrai, toutes ont la même signature. Sauf qu'entre ça et ça, bah déjà, c'est pas la même chose. Et en fait, c'est vraiment ce que va vous apporter déjà les commandes table expression, une meilleure lisibilité des choses. Quand on va avec les commandes table, on va pouvoir sortir le truc qui était imbriqué ailleurs et garder notre requête importante, celle qui fait les choses, à la fin. Et donc là, déjà, on a une séparation où on peut plus facilement identifier les objets entre eux. Et ensuite, comme dans l'exemple Java que je vous ai montré, on va nommer les choses. Et ça, c'est extrêmement important. La command table qui est en haut, je ne vais pas l'appeler Toto, hein. Je vais l'appeler Documentary Runtales ici. Ça veut dire que quand je vais lire mon select qui est en bas, c'est comme vous, quand vous regardez un appel de méthode, vous allez lire cet appel de méthode, vous n'allez peut-être pas regarder l'implémentation de toutes les méthodes. Vous allez juste, ah bah tiens, c'est un substring, ok, c'est censé faire ce que ça dit, substring, je passe. Bah là, vous allez pouvoir vous suffire de la partie basse. S'il y a un détail ou quelque chose que vous voulez comprendre, vous allez regarder l'implem, mais en vrai, c'est plus facile à lire juste la partie basse. Très souvent, je travaille avec des commandes table expression sans jamais ouvrir les blocs du haut dans l'IDE. Et en plus, c'est plus rapide. Parce que c'est des commandes tables qui sont décrites en parallèle en haut. Et comme je l'ai dit, c'est du déclaratif. Donc le PG, il va potentiellement voir qu'entre la table 1, 2 et 3 qui sont dans les commandes en haut, il n'y a aucun lien entre elles. Il va pouvoir paralléliser les appels, faire son petit travail préliminaire et vous fournir tout ça au select qui est dans la partie basse. Alors PG ne le fait pas de manière extrêmement avancée comme d'autres peuvent le faire, mais il s'améliore là-dessus, donc ça va permettre d'avoir aussi des choses plus efficaces. Allez, autre partie sur quelque chose qui pour moi a révolutionné le SQL, c'est arrivé fin des années 90, les Window Functions. En fait, c'est tellement révolutionnaire que ça en est une étape du workflow de traitement qu'on a vu tout à l'heure, pour dire à quel point ça a changé. On va prendre un exemple. J'ai ma liste de films, dans ma DB il y a 1000 films, et je vais les grouper par rating. Et je veux savoir combien il y a de films par rating. Rating, c'est l'âge légal aux US pour voir un film. Vous voyez, là, j'ai fait un groupe by. Ok, ça répond à mon problème. Par contre, si je veux, d'une part, savoir combien il y a de films au global, là, je peux pas. Parce que le groupe by, quand vous amalgamez les datas, le groupe by, ce qu'il y a dans cette valeur, là, 194, vous ne savez plus les lignes qui ont construit ce 194. Vous n'avez plus que le résultat. Donc là, si on veut faire une somme sur différents autres critères ou voir, là on a un avantage, c'est que notre modèle respecte une norme, il y a un seul rating par film et il n'y a pas de nul accepté. Si je fais la somme, ça fait 1000. Ok, j'ai gagné. Mais ça, c'est pas tout le temps le cas. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir utiliser un opérateur qui est le filter dans les window functions. Vous allez pouvoir l'utiliser en faisant ce genre de choses. Donc vous voyez le premier cas, 50 étoiles comme vous le connaissez très bien. Et on va pouvoir utiliser un filter avec un prédicat qui a la même syntaxe que le prédicat qu'on mettrait à la fin d'une requête et qui permettrait derrière d'exécuter ce que vous voulez avec un rating particulier. Donc là, le résultat est exactement la table de tout à l'heure, mais pivoté. Donc c'est quelque chose qu'on sait lire aussi avec notre code. Et en plus, j'ai réussi à récupérer le all. Ici, j'ai vraiment la valeur qui est le résultat de mon compte étoile du départ. Donc, j'ai toutes les informations que je souhaitais. Et je peux faire ça sur d'autres critères. Je ne suis pas obligé de faire ça sur une énum. Ici, j'ai la durée des films. Et avec un group by, ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'un film qui fait plus de 180 minutes est aussi un film qui fait plus de 30 minutes. Donc là, j'ai pu faire ces comptes étoiles avec un filter sur différents critères qui ne matcheraient pas avec une notion de group by. Et
Là, on le voit, je l'ai fait sur la length, je l'ai fait au précédent sur le rating. En fait, je peux faire tout ça en même temps. Et parce que la window function s'exécute juste avant le select. Donc j'ai accès à toutes les lignes avant qu'elles soient mappées au niveau du select. Donc je peux faire ce genre de choses, récupérer ça en un seul aller-retour dans ma database. Donc c'est mieux pour les perfs, c'est mieux pour l'optimisation, la gestion de mémoire et ce genre de choses. Donc vous y gagnez et votre BDD y gagne aussi. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Une autre window function assez spécifique, le lag et lead. Il faut se la représenter assez particulièrement. C'est l'idée de pouvoir lire la ligne d'avant quand vous traitez une ligne courante. On va voir comment ça se représente. Imaginez, là, on a le film qui est le plus loué, Bucket Brotherhood. Je veux présenter dans la UI aux utilisateurs l'information de ce film et un petit bouton pour lui dire, voilà, le suivant qui a loué ça, c'est cette personne. Et la précédente, c'est cette personne. Tu cliques sur la suivante, je t'affiche la suivante de la suivante. Et je fais du saut comme ça au fur et à mesure. Logiquement, on aurait tendance à faire une requête qui va demander l'actuel, le suivant, le précédent s'il y en a un, et d'afficher. Donc 3 requêtes. Avec lag et lead, on va pouvoir se passer de ça. On va pouvoir demander, avec une partition que vous voyez ici, on va pouvoir demander le nom-prénom de la ligne précédente sur une partition. Donc en fait, on va prendre le sous-ensemble des éléments qui matchent le critère de cette partition pour dire, ben voilà, va chercher celui qui, ici c'est l'inventory ID, donc l'inventory c'est la jaquette physique, hein, qui a loué le truc juste avant cette personne. Et lead pour celui qui l'a fait après. Et on le voit bien ici, hein. Loretta, elle l'a loué la première fois, donc la jaquette était neuve, c'est passé, et derrière, c'est Willy qui a récupéré la jaquette. Ligne suivante, bah, c'est Willy qui l'a loué, Loretta, donc, qui était la précédente, Bobby qui l'a récupéré. Et ceci pour avoir accès toujours à la ligne suivante ou précédente en fonction du critère de partition. On peut sortir la partition plutôt que de se répéter avec un nouveau mot-clé window qui permet de réutiliser cette condition-là à la fin de votre requête. Une autre window fonction assez intéressante aussi, le ranking, parce qu'on essaye très souvent de présenter des podiums pour les choses qu'on a dans notre DB. Ça, on va pouvoir le faire de plein de manières différentes. Là, je vais vous présenter les 3 opérateurs. Donc, vous avez on sait toujours que c'est Bucket Brotherhood qui a été le plus loué, mais là, vu qu'on veut un podium, on en veut un peu plus. Je vais faire une window function et je vous présente les 3 à la fois. Donc, rank, rank et celui qui est hyper basique et qu'on fait tous, le limit. Alors ça se met pas au même niveau. On va dire limite 4. Ok, prends les 4 premiers. Ça marche pour le 1 et le 2. Mais le 3e et le 4e, ben, en fait, ils dépendent de l'ordonnancement. Parce qu'il y a des ex-aequo. Ex-aequo déjà à l'intérieur de ce que j'ai sélectionné, mais aussi en dehors. Ben, on ne veut pas trop afficher des trucs qui dépendent où potentiellement la personne fait F5 et parce que la DB est dans un autre état à ce moment-là, c'est plus les mêmes, alors qu'ils sont ex-aequo qui sont présentés. Donc le limite est trop naïf, il ne répond pas au problème. Donc si on utilise la notion du ranking, ici, ce qu'on va faire, c'est que le système va prendre les ex-aequo et vous les afficher. Donc le 1 et le 2, bah, ils sont toujours tout seuls. Et là, j'ai le groupe des 3e. Mais par contre, c'est pas le 4e qui est là. Celui qui est ici représente et le n plus 1 de la liste. Donc en fait, c'est le 8e. On est vraiment sur une notion comme dans une course où on affiche ta position et si devant toi il y a 4 personnes, tu es le 5e. Donc ça va être le ranking. Et le dance ranking, lui, va permettre de grouper, et là de manière beaucoup plus naïve, sur la position. C'est le groupe des premiers, le groupe des deuxièmes, le groupe des troisièmes, le groupe des quatrièmes. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir quelque chose de plus évolué qu'un simple limite pour nos requêtes. Elle est une autre, et je crois dernière window function pour aujourd'hui, les row-number. Alors celle-ci, moi je l'adore parce qu'elle permet de faire plein de choses et je l'utilise énormément pour nettoyer des databases. Imaginons, je veux créer une table de films avec des duplicats, j'insère tous mes films et derrière je fais une fonction très bête qui insère 40 films au hasard. J'insère ça. Imaginez bien, il y a 40 films en double. Donc on va les voir, ces doublons. J'ai mes 1000 de départ, plus les 40, on le voit bien par la requête qui est ici. Mes 1040 films apparaissent. Je fais un select, je vois des duplicats. Si je voulais dédupliquer tout ça, un group by, encore une fois, il est destructeur le group by. Donc ça veut dire que si je groupe by par le titre, j'aurai plus la notion d'ID. Donc, or, c'est l'ID peut-être que je veux utiliser pour dédupliquer. Et je veux potentiellement l'ID le plus haut. C'est le deuxième inséré qui est pas bon, pas souvent le premier. Ou on veut pas le faire au hasard, on veut le contrôler. Ça, on va pouvoir le faire avec le row-number. Row-number, vous allez pouvoir, comme avec la partition du lag et lead, l'utiliser pour dire, voilà, là j'affiche title et film, ok, film ID, pardon.
Et Renumber, ce qu'il va faire, c'est que sur la partition par titre, il va mettre juste une étiquette. 1, 2, 3. Il est extrêmement bête ce Renumber, comme son nom l'indique. C'est le numéro de cette ligne dans cette partition. Donc quand un film apparaît une fois, il n'y a qu'une étiquette de 1. Quand le film apparaît une deuxième fois, il y aura 1 pour le premier, 2 pour le deuxième. C'est exactement ce qu'on a pour Adaptation Halls ici. Et derrière, je peux prendre ça et le mettre dans une commande table expression, le consommer pour prendre que tous les films qui ont un duplicat supérieur à 1, je les delete. Résultat, j'ai 40 lignes qui ont été supprimées. Exactement les duplicats que j'avais créés au départ. Et ça, c'est vraiment pratique. On peut l'utiliser pour plein de choses. Moi, je sais que le cas d'usage que j'ai le plus souvent, c'est ça. Hop. Allez, une autre super feature, je pense que c'est l'une de mes préférées en termes de features non utilisées de manière avancée dans PG, c'est le join latéral. Si je vous disais, un cas d'usage, que pour chaque film, je voudrais que vous m'affichiez la liste des 3 dernières locations. Truc tout bête, hein, mais pour les 3 derniers films. On vient de voir les renumbers, utilisons-les, magique. Je fais un truc qui va me loader toute la database, m'ordonner les choses, me mettre des étiquettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ensuite, je vais filtrer, je vais faire un where à la fin, et je vais enlever tous ceux qui sont supérieurs à 3. J'ai résolu mon problème. J'ai loadé l'intégralité de la DB pour la filtrer ensuite. Je l'ai réglé mon problème, mais par contre ça coûte. C'est là où notre problème de départ, c'était pour chaque film, prends les 3 dernières locations. En fait, cette notion de for each, c'est réellement ce que va faire le join latéral. Le join latéral, si on l'utilise, ça nous donne ça. On a un select hyper basique, des lignes qu'on veut traiter. Pour chaque ligne de ce truc, on veut faire quelque chose. Et ça, on va l'utiliser avec left join latéral ou join latéral, fonction des cas, mais très généralement, c'est left join latéral. Et on va avoir une sous-requête. Et cette sous-requête, je ne l'ai pas mis dans une commande table expression parce qu'on ne peut pas ici, elle est liée au from, ce qu'on ne fait d'habitude pas. D'habitude, on a une table de gauche, une table de droite, les deux sont précalculés en amont et on fait des jointures. Là, en fait, toutes les lignes de gauche vont générer une sous-requête pour la table de droite. Donc là, on a le film.filmID qui est réutilisé. On a accès à cette valeur-là grâce au join latéral. Et donc, au lieu de tout loader en mémoire pour filtrer, cette fois-ci, pour chaque ligne, on va faire une sous-requête. Plus de requêtes. Par contre, moins de mémoire consommée parce qu'on n'a pas tout loadé. Donc c'est un trade-off à faire. C'est quelque chose à savoir quand on optimise les choses. Si votre DB est petite, peut-être que l'autre solution marche mieux. Mais là, vous avez quand même une implémentation d'un for each disponible. Une autre feature et qui est assez mal utilisée en tant que dev, je pense que je l'ai très mal utilisée, et parce qu'on pense toujours avec la pagination comme un livre. Aujourd'hui, vous prenez un livre, vous voulez atteindre la page X, ça a du sens. Par contre, dans un moteur de recherche, il est rare qu'un utilisateur vous dise « moi j'ai une feature et je veux atteindre la page 42 ». Ça veut rien dire, atteindre une page 42 sur un moteur de recherche. Et pourtant, on le code très souvent comme ça, avec un limit et un offset. Ok, j'ai la page en question, je veux la page suivante, j'incrémente juste mon offset de 1, j'ai la page d'après. Et ça, c'est un changement de mindset à avoir pour se dire que ça répond à un besoin technique, mais très certainement pas un besoin fonctionnel. Si vous regardez énormément des sites aujourd'hui qu'on utilise, les GitHub, GitLab, Facebook et autres Twitter style, les trucs de pagination, infinis souvent d'ailleurs, ne fonctionnent pas sur une notion de page à ce niveau-là. Ils fonctionnent sur donnez-moi un certain nombre d'éléments suivant un élément donné. Donc en fait, généralement, c'est suivant le dernier élément que l'utilisateur a vu. Et ça a beaucoup plus de sens en termes de fonctionnalité qu'une pagination, donnez-moi la page 42 d'un système. Et pourquoi c'est problématique, ça? C'est que le limit et le offset s'exécutent très tard dans le workflow SQL. Donc, on est obligé de traiter énormément de data pour la retirer à la dernière étape. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est puisqu'on veut, donne-moi les n éléments suivants de cet élément-là, on va pouvoir faire ce genre de choses avec des comparaisons de tuples, qui c'est un petit peu avancé, qui vont permettre, comme vous le voyez là, de dire donne-moi ce qu'il suit. Alors là, la return date et je ne me rappelle même plus, la rented date. Donne-moi tout ce qui suit cet élément-là, je fais quand même mon limite à 5. Et le where s'exécute très tôt dans le pipeline, donc il va être extrêmement efficace, c'est quasiment linéaire en perf, quand l'autre, on atteignait des exponentiels quand vous êtes sur des pages très longues et surtout avec des volumétries de tables très grosses. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Oui, vous perdez la notion de paginator à atteindre la page 42, mais très rarement les utilisateurs le demandent.
Allez, on va descendre un peu plus bas maintenant. Les céréales. Alors, il y a un spoil dans le slide, hein, forcément, je les aime pas. Toute la presse présente cet exemple-là. ID, céréales primary key. Ok, la doc aussi. Ça marche. Vous faites un insert, ça ressemble à ça. Il n'y a rien de particulier, c'est hyper basique. Returning ID title, petite digression. Faites pas des select, post, insert. Utilisez le return. Ça va exactement faire ce que vous voulez pour vous donner la valeur que vous voulez, que vous venez d'insérer. Le résultat de cette requête donne ça. 1, 2, 3, 4, j'ai mes films. Ok, ça marche. Par contre, effet de bord, qu'est-ce qui se passe dans le système? PG, à la création, il a créé une séquence. Cette séquence, je vais dire plein de gros mots là, c'est une variable globale de votre système qui contient l'ID du dernier qui a été inséré. Déjà, variable globale. Pas bon. Et en plus, imaginez, PG, c'est un truc que vous pouvez mettre en cluster avec plusieurs instances qui tournent les unes à côté des autres, lecture, écriture. C'est-à-dire que cet état global, il faut le synchroniser entre des instances. Un état global distribué, waouh, pas bon. Donc pour moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre de choses. Je vous conseille plutôt d'utiliser des types qui vont être UID ou dérivés des UID, qui vont vous permettre d'enlever cette notion de globalité de cette séquence. Donc, on va utiliser ici l'extension UID OSSP. Elle est built-in dans toutes les distributions de PG. Et mon ID, maintenant, est un UID, primary toujours, et je lui mets une valeur par défaut, UID generate v4. La requête est identique, zéro modification de code. Le résultat, par contre, est un peu différent. On se tape des UID. Alors oui, si vous voulez de la perf, l'UID, il est un peu plus gros, donc vous allez consommer plus en RAM, plus en disque. Il y a plein d'autres UID dans le système. Les UID sont peut-être pas les meilleurs pour ça. Dans certains cas, ils marchent, dans d'autres, à vous d'optimiser. Mais là, on a une solution pour l'exemple. Donc j'ai tout ça. Mais ce qu'on ne voit pas là sur ce slide, c'est qu'il manque un truc. Je n'ai plus de séquence gérée. Parce qu'en fait, le système va utiliser l'entropie de la DB, donc généralement de l'OS et du hardware qui est dessous, pour générer de l'aléatoire. Donc la probabilité qu'il y ait une collision entre deux UID, elle est extrêmement faible. Vraiment très très faible. Et donc ça va vous permettre de retirer cet état global du système, donc plus de choses à synchroniser entre les instances. Et puisque c'est généré à base d'entropie d'un côté, pourquoi pas le générer vous-même dans votre code, cette UID, l'insérer, comme ça vous n'avez même pas besoin de faire un returning ID. Pour moi, bonne pratique, je préfère générer les UID de mon côté, j'ai le contrôle, c'est peut-être plus facile à débugger aussi, et donc si j'insère correctement, le système sera capable de me retourner les choses cohérentes. Et à vérifier par contre, votre source d'entropie. J'ai très souvent vu des choses mal configurées dans des conteneurs parce que c'était avec la compilation native, ce genre de choses, la source d'entropie était toujours la même, donc la première valeur était toujours la même. Faites attention, ça se configure. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser que d'avoir des séquences généralement partables, voire partagées dans toute la DB, très souvent vu avec des trucs comme Hibernate. Donc vraiment, basculer sur un truc un peu plus simple. Alors, ensuite, les contraintes. On descend encore une fois bas niveau. Petit tacle à l'architecture hexagonale et les personnes qui les défendent énormément, qui disent on met toute la logique dans notre hexagone et ce qui est autour, ce sont les parents pauvres. Ouais, mais non. En tout cas, moi, j'aime encore, et certains là-dessus bougent un peu, j'aime avoir des éléments de logique qui vont être liés quand même au métier, dans mon appli et dans ma BDD pour la protéger. Si j'ai un bug dans mon app, je veux pas que ça me pourrisse ma data. N'oubliez pas, hein, la data, c'est ce qui vous paye à la fin du mois. Votre code, vous pouvez l'updater. Si votre data elle est pourrie, qu'il y a un delete qui est passé, vous allez pointer ailleurs après. Donc là, vous protégez votre DB. Vous protégez des choses mal insérées. Digression, donc là c'est l'ISAN, c'est l'équivalent de l'ISBN pour les films. J'utilise un opérateur tilde étoile ou tilde, c'est case sensitif ou pas. Ça vous permet d'utiliser des regex POSIX dans PG plutôt que de faire des trucs avec des pourcents. Donc arrêtez les pourcents, c'est trop chiant, c'est trop limité. Faites-le avec ça et plutôt qu'un like. Et ça marche super bien. Donc ça, si je l'utilise, ça donne quoi? Je fais un insert dans ma table, j'ai mis un UID à la place d'un ISAN, ça pète. Et ça a une super feature, ça pète en me disant pourquoi, avec un nom. Quand je débug, je veux ce nom, je veux savoir, je veux pas découvrir ça parce qu'il y a une stack trace un peu moche. J'ai une vraie erreur. Si je l'insère 2 fois, contrainte d'unicité que j'ai mis en place, ça me dit que l'ISAN doit être unique. Donc encore une fois, ça me permet d'avoir quelque chose de bon au niveau du code et aussi de bon au niveau du debug. Que demander de plus?
Plus, bah, c'est des types, en vrai. Transition qui n'était pas du tout prévue. C'est les types. En fait, là, on commence à jouer avec l'ISAN, mais si cet ISAN, je veux le partager entre plusieurs tables, qu'est-ce qu'on fait? Bah, dans PG, on va pouvoir faire ça. J'ai créé un type. Donc j'ai été feignant, hein, les blocs d'ISAN, j'ai pas compris à quoi ils fonctionnaient, à quoi ils servaient, je les ai numérotés. Et j'ai créé par-dessus un domaine, qui est juste un type pour faire simple, avec un check à la construction. Et donc, je parse mes différents trucs pour vérifier qu'ils respectent la regex. On est bon jusque-là. Et derrière, bah, je vais l'instancier. Si je l'instancie, le truc marche au premier coup. Ça représente en mémoire exactement ce dont j'ai besoin, mais pas en visuel. En visuel, vous ne reconnaissez pas l'ISAN de tout à l'heure. Si je mets un nul, bah, ça va péter. Bah oui, tu as créé un truc, tu ne respectes pas la contrainte, ça pète, le check ne marche pas. Derrière, je vais pouvoir être idiomatique PG et créer des fonctions ISAN to text, text to ISAN, des ISAN exceptions, des equals, des not equals, ce genre de choses, et utiliser des choses que je trouve horriblement moches avec des appels de fonctions dans des fonctions. En fait, c'est parce que là, on fait les choses mal. Les types ont une importance si en plus on utilise des opérateurs. Et dans PG, vous pouvez créer vos opérateurs custom. Là, j'ai créé equals et différents, not equals, pardon, et je vais pouvoir utiliser les fonctions comme ça. Ça, à débugger, c'est beaucoup plus simple que des trucs où on fait des comparaisons avec des appels de fonctions imbriqués, ou alors où tout est en string dans votre système et le système ne pète que parce qu'il y a une erreur métier autre part. Là, je préfère avoir ce genre de choses dans mon code, et c'est très pratique à débugger. Et ça, c'est l'idée de départ qui a créé PG. En fait, il voulait rajouter dans Ingress la notion de type avancé et énormément des fonctionnalités, on l'a vu avec UID OSSP, ce sont des choses qui sont rajoutées au travers d'extensions. Donc vraiment, c'est une avancée pour moi majeure de PG. Avançons un peu sur la gestion de la data, la gestion des conflits, quand on veut insérer des choses. Là, par exemple, j'ai la liste de mes films. Alors, j'ai fait un truc simple, hein, j'ai enlevé les ISAN, et j'ai une condition d'unicité sur le titre. Et j'ai un fichier quelque part qui traîne de quelqu'un qui veut que j'importe tout. Le nombre de fois où j'ai vu des personnes lire, avec dans le code, hein, Java, JS ou quoi que ce soit, if select, retourne une valeur pour le truc à insérer, je fais quelque chose, je fais un update, sinon je fais l'insert. Tout ça dans son code. Donc avec un aller-retour DB, avec des if-else, du code à tester. Mais dans PG, en fait, vous allez pouvoir vous passer de ça. Imaginons, on a cette table. Ici, j'ai 2 films qui existent déjà, avec des dates au 1er janvier. Et derrière, je veux insérer des choses. Je vais pouvoir utiliser un truc, on conflict. Je détaille sur quel type de conflit je veux réagir, l'unicité du titre. Ici, je vais faire un update. Donc en fait, le système est assez intelligent pour gérer, regarder que ça a pété sur cette contrainte. Si ça a pété sur celle-ci, il va updater la table différemment que s'il avait fait l'insert basique. Ça a une énorme limite, et elle est volontaire. On ne peut gérer qu'une seule contrainte à ce niveau-là. Donc si on a plein de contraintes dans notre modèle, comme je l'ai montré avant avec le check de l'ISAN et compagnie, ça ne marchera pas. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a la notion de merge dans le SQL qui est arrivée en 2016. Ce merge est dispo dans PG15 d'ailleurs maintenant et va vous permettre en fait de merger des choses. Alors la syntaxe est un petit peu compliquée, mais on va la voir ensemble. Donc imaginez, fonctionnalité. J'offre à mes users la capacité dans le système de dire ah bah tiens, je voudrais que ce film soit ajouté au catalogue. Pour ça, j'ai donc la liste des requested films et dans ma table de films, j'ai aussi le nombre de fois où il a été demandé pour voir sa popularité en amont et aussi le rating parce que je veux peut-être pas insérer tous les films que les gens me demandent s'ils sont trop violents par exemple. Donc ça, dans ma table de films demandés, j'ai ceci. Et dans la table des films déjà au catalogue, j'ai cela avec le nombre de fois où ils ont été demandés. Donc maintenant, on va travailler vraiment sur cette notion de merge, rapprocher les données. Donc, ça se passe comme ça. C'est une syntaxe dont on n'a pas l'habitude avec des nouveaux mots-clés, when et compagnie. On va d'abord se centraliser sur le merge. Le merge, c'est vraiment l'idée. Depuis 30 ans, on fait du rapprochement entre des tables en faisant des jointures. On va utiliser exactement la même logique pour du merge. Donc, ce merge-là, il faut vraiment le voir comme un join. C'est une alternative au mot join ici. Et qui va dire, bon, tu fais une jointure entre la table de gauche que tu veux merger dans la table de droite. Et la condition du using est celle qui va dire de quelles sont les conditions de rapprochement des lignes. Est-ce qu'elles existent déjà ou pas? Et donc, si elles existent déjà, je vais pouvoir faire un truc. Si elles n'existent pas, je vais faire autre chose. Et je vais même pouvoir faire plus
en fonction des valeurs des lignes. Donc là, on le regarde sur la deuxième partie de la requête. J'ai ce mot-clé when. When matched, ça veut dire que la condition du using a matché. Je vais pouvoir faire quelque chose. Ici, faire un update. Attention, c'est un gros if-else, ce truc. Donc si le premier if de la liste a une condition qui est quasiment toujours true, ou qui est true, par exemple, tout le monde va être bouffé par le premier if, vous tomberez jamais dans les autres. Donc l'ordre des when est important. C'est un gros if-else, encore une fois. Donc mon premier, on l'a traité. Le deuxième, when not matched, ça veut dire qu'il n'y a pas cette condition de jointure qui a fonctionné. Et qu'en plus, le rating n'est pas trop violent, parce que je ne veux pas insérer les choses trop violentes. Do nothing. Good. Et par logique conditionnelle, when not matched ensuite, ça veut dire qu'il n'est pas trop violent, puisque sinon il aurait été pris par le précédent. Là, je vais faire un insert standard et rajouter ma data. Donc si on regarde, ce qu'il y a dans ma table après l'insertion, ce sont les films, le trop violent n'est pas passé et les autres ont juste été incrémentés de 1. Donc c'est en ça que le merge va vous permettre de faire des choses beaucoup plus avancées avec des gestions de contraintes multiples. Allez, on descend encore plus bas. Listen et notify. Si je vous dis que dans PG, il y a un RabbitMQ like et light aussi, qui va vous permettre de faire des choses réactives. On le connaît peu. Alors, je ne détaillerai pas ce trigger qui a juste volonté à écouter les inserts et propager la data qui est insérée sur une file de messages gérée par PG. Et quand je dis une file de messages, c'est vraiment un truc qui écoute. Si on se représente, on fait un test. J'ai une appli qui vient et qui se met en listen, donc mot-clé SQL de PG, listen, sur une string, film.add, je pourrais l'appeler Toto, ce serait pareil. J'écoute. Une autre appli vient et fait les inserts. Le trigger va voir ça et va pousser la data dans la file de message fil.add. Celui qui écoute sur le film.add va recevoir, et c'est du push, c'est pas un long polling ou ce genre de choses, va recevoir les messages avec ce truc-là que j'ai d'ailleurs réalisé en JSON. Ne faites pas ça, c'est pas prod compatible. Hein. Les volumes de JSON, ça aime pas. Donc n'envoyez qu'en vrai que les ID, ici c'est juste pour l'exemple. Mais ça va vous permettre donc d'avoir quelque chose qui peut réagir à autre chose par le biais du SQL. En plus, par contre, c'est du best effort. Si votre appli, il y a une perte de connexion ou quoi que ce soit, elle loupe les messages, elle ne peut pas les rattraper. Si vous voulez, vous prévoyez ça au niveau de votre code, parce que là, on a réagi sur un insert, vous pouvez aller relire la table. Le but est vraiment d'être du best effort. C'est une petite feature qui va vous permettre de pouvoir réagir. Là, vous recevez le message, vous pouvez même l'envoyer jusqu'au front-end, mais elle n'est pas, il n'y a pas de notion de retry et de choses très avancées dedans. C'est vraiment light. Allez, on creuse encore. Et celle-ci, c'est un gros retour de prod de ma part, et aussi parce que je suis fan de la saga Terminator, et surtout de Terminator 2, qui est le meilleur film d'action, merci James Cameron. Cette série, maintenant, de Terminator, elle a une particularité. Elle n'est plus linéaire. Ils ont décidé, jusqu'à la fin des années 2000, de faire les choses dans l'ordre. Et pourquoi ils ont décidé de faire Genesis, qui est un soft reboot, après le 1, donc qui a squeezé le 2, déjà grosse erreur. Et après, ils ont même fait le 6, donc Dark Fate, qui est un soft reboot aussi, mais cette fois-ci après le 2. Déjà, on s'en sort un peu mieux, même si c'est pas mieux scénaristiquement parlant. On se retrouve donc avec un truc qui ressemble à un arbre. Ici, c'est un arbre avec la racine qui est le Terminator 1 et plein d'autres films. Imaginez, je suis client et je veux savoir quels sont les films que j'ai besoin de voir pour voir le 6 et le comprendre surtout. Même si c'est un film d'action, il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup. Là, je vais pouvoir faire ça pour me représenter mes datas dans le système. Je vais pouvoir utiliser le type L-tree, donc j'ai une extension, je l'active, et j'ai le saga order qui est L-tree. Et là, dans ce champ-là, c'est un champ texte que je vais pouvoir utiliser pour représenter le chaînage entre la racine et la data que je représente sur cette ligne. Inclut la data en question. Donc ça veut dire que pour le 1, j'ai que 1. Pour le 2, j'ai un 2, un point 2. Le point est le séparateur ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 2, 6, pardon. Et donc là, j'ai ma data. Et en fait, en plus d'avoir ce type-là, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des opérateurs. Et ces opérateurs vont me permettre de faire des choses avancées. Donc là, comme un table expression qu'on voit en haut, c'est juste le fait de sélectionner le film 6. Et en bas, j'ai un opérateur @chevron, qui est totalement illisible quand on le lit comme ça, qui veut dire est ancêtre de. Donc le truc qui est à gauche est l'ancêtre du truc qui est à droite. Le 1 est bien l'ancêtre du 1, 2, 6, donc ça marche. 1, 2 est ancêtre de 1, 2, 6. 1, 2, 3 n'est pas ancêtre de 1, 2, 6.
et ça jusqu'à la fin où 1,2,6 est bien ancêtre de 1,2,6. Ça marche aussi, ça sélectionne tout ce que je veux. Donc là, j'ai résolu mon problème. Factuellement, en prod, j'avais ça qui tournait depuis presque un an, jusqu'à ce que je me rende compte en lisant un peu plus, de manière un peu plus avancée, et ça marchait vraiment du feu de Dieu, hein. C'était hyper performant, il y a plein d'autres opérateurs d'ailleurs, mais pour mon besoin, j'aurais pu me suffire d'un truc SQL standard. En fait, dans le SQL, vous aurez pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Une clé étrangère qui n'est pas si étrangère que ça, puisque je reboucle sur ma propre table, assez particulier, et où je vais juste donner mon parent. Ok, on a ça, donc le 1 n'a pas de parent, et le 2 a le 1, et on fait ça enchaînant les objets. Et ensuite, accrochez-vous. On a une commande table expression récursive. Ça va faire mal, hein. Voyez ça comme deux parties. La première, encore une fois, on sélectionne le film 6. Une récursion, on a toujours besoin d'une valeur de démarrage, sinon il n'y a rien qui se fait. Et on sélectionne ce film 6, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans la deuxième partie, après l'union. On va récupérer ce sixième film, et on va faire une jointure sur la table elle-même pour reprendre le film qui est lié au 6. Bah, le 6, celui à qui est lié, c'est le 2. Et là, je viens de sélectionner 2, récursion. Je le réinjecte, je sélectionne le 1. Je réinjecte le 1 qui n'a pas de parent, condition d'arrêt, ça s'arrête. Donc là, j'ai exactement le même résultat qu'avant, avec du SQL qui n'est pas PG only. Ça, c'est du SQL standard, ça fait partie de la spec. Et ça marche aussi très bien. Sauf sur mes neurones, c'est à peu près mon état d'esprit quand je code ce truc. À chaque fois, j'ai mal à la tête. Mais ça marche. Allez, maintenant, vraiment, on descend, il n'y a plus de limite, on descend beaucoup plus bas dans PG. Les Foreign Data Wrapper. Là, c'est quasiment le Hello World du Foreign Data Wrapper. On va créer quelque chose. En fait, le Foreign Data, comme son nom l'indique, c'est d'accéder à de la data distante, qui n'est pas dans PG. Et vous n'allez pas écrire d'insert ou de quoi que ce soit pour aller lire ces datas. Ici, j'utilise le file Foreign Data Wrapper, qui est basique, qui va me permettre de lire d'un fichier des choses et de les requêter de manière standard. Donc là, je crée ma table. C'est une table étrangère, foreign table. Je donne juste quelques caractéristiques sur le type du fichier. Ici, vous voyez, je scanne le etc password. Et derrière, je peux faire des requêtes SQL sur ce fichier sans avoir écrit un seul insert. Le système va automatiquement le lire, le parser avec les conditions que j'ai mis et me retourner les datas. J'ai utilisé les types qui étaient les miens et ça marche très bien. Puisque tout est fichier sur Linux, vous pouvez aussi faire ça avec des programmes. Le premier qui pense à faire des curls avec ça, non, ça marche, c'est pas bien. C'est des failles de sécurité à outrance et vous pouvez faire vraiment de la merde. Donc, des fichiers, mais simples, et des scripts très simples. Ici, j'ai scanné le file system et j'ai récupéré les datas, mais encore une fois, avec du pur SQL, sans aucun insert, en quelques lignes. Vous avez toutes les lignes, hein, sur le slide. Mais ça, on le sait, hein, on n'a pas que le file system du serveur à disposition, on veut très souvent interagir avec d'autres choses. Mais les Foreign Data Wrapper, vous allez pouvoir interagir avec énormément de choses. Des DB différentes, vous allez pouvoir parler à Mongo, à des Neo4j, à des oracles, à d'autres systèmes de data. À partir du moment où un truc expose un Foreign Data Wrapper, vous allez y avoir accès. Par exemple, quoi de mieux qu'un PG pour parler à un autre PG? Et je ne parle pas de clustering, hein. Ici, j'ai ma Sakila database qui tourne. Je vais démarrer un autre PG. Je vais faire de l'impersonnation sur le compte route de la Sakila database avec le client d'origine. Et je vais lui dire, tu crées une table qui se trouve dans l'autre DB, qui s'appelle Remote Film. Vous avez vu, je respecte même pas le schéma ici, hein. Je prends que les champs qui m'intéressent. Et je vais pouvoir la requêter comme si elle était locale. Depuis mon appli, depuis mon prompt PG ou de mon appli, je vais même pouvoir faire des jointures entre cette table et des données de mon propre modèle. Donc là, vraiment, vous n'avez pas de limite et vous n'êtes pas obligé de faire ça dans le code applicatif. Vous pouvez le faire très bas niveau dans du SQL. À noter, il y a du réseau, il y a moins de performance, les statistiques ne sont pas partagées entre les instances, donc ça veut dire que derrière, vous allez avoir un prix à payer. Mais désolé, je préfère avoir un prix à payer que de devoir intégrer et faire toute cette logique in-memory dans mon app. Je préfère plugger un Neo4j ou d'autres bases de données. J'ai vu un truc vraiment bien, Stripe met à disposition un Foreign Data Wrapper, ce qui permet que votre business, les ventes que vous faites et les paiements dans Stripe puissent être utilisés avec des requêtes SQL et des jointures. Ça marche très bien. Allez, pour finir, les choses à faire et pas faire avec du PG, ce ne sont que des retours de prod. J'ai souffert. À ne pas faire, n'utilisez pas not in.
Note-in, on a tendance à l'utiliser en tant que développeur parce qu'on pense à des ensembles, on pense à des trucs, on fait des filtres, on retire des datas d'autres ensembles. Ça marche sur notre poste, ça marche avec un faible jeu de data. Ça ne marche pas en prod quand ça grossit. Et si votre DB grossit, c'est que généralement votre service marche, là il va moins bien marcher. Je l'ai vécu en prod. Pour moi, le Note-in est un code smell du modèle de données qui n'est pas adapté à ce que vous voulez faire. N'oubliez jamais que le modèle de données que vous créez doit répondre à un problème et pas représenter un monde réel. Ce n'est pas la même chose. Et donc, on se retrouve très souvent à coder des objets comme s'ils existaient physiquement. Et derrière, après, on tord les requêtes SQL et on finit avec des note-in. Vous pouvez changer votre modèle pour respecter et aller régler un problème. Et ça, c'est vraiment important. Note-in, ça ne marche pas à l'échelle. Autre chose, alors ça c'est de prod, mais il y a très très longtemps, l'héritage entre les tables. Ah, on veut pas répéter les choses. Ah bah tiens, on va faire une table commune et on va étendre les tables. Non, ça marche pas. Ça date des années 2000, début 2000, quand le Java a amené cette logique d'abstraction. Même en Java, on dit arrêtez de faire de l'abstraction et de l'héritage pour partager du comportement. C'est pas bien, faites de la composition. Et le SQL est basé à l'origine sur les compositions. L'héritage a été mis là parce que c'était trendy. C'est quasiment plus supporté. Ils l'ont gardé juste pour du backward compatibility. Donc, on oublie, fausse bonne idée. Et ensuite, les dates. On sait que c'est un bordel à gérer les dates. Et ben, le type timestamp, ne l'utilisez pas. Utilisez timestamp with time zone. C'est comme en Java où on n'utilise pas timestamp, on utilise les dates de Java 8 et plus. Là, vous allez utiliser des choses plus avancées. Donc, timestamp en tant que tel, si vous vous dites, je vais réaligner, et c'est de la prod vécue encore une fois, je vais réaligner toutes les dates au 1er janvier 70 UTC, vous allez recoder toute la logique des problématiques de date dans votre app pour corriger des choses que le timestamp with time zone va gérer pour vous. Et j'adore parce que cette presse est filmée, donc je sais que la personne avec qui j'ai bossé et qui m'a fait faire ça va l'entendre. Cadeau. Donc, ne l'utilisez pas. Maintenant, feel good. Qu'est-ce qu'on doit utiliser et que je n'ai pas pu présenter ici aujourd'hui? La full text search. Il y a des très bons outils qui permettent de faire ça et qui vont vous amener plein de choses, mais dans PG, vous allez pouvoir faire du full text, multilangue, avec plein d'informations. Vraiment, n'allez pas construire de l'infrastructure et ajouter des objets d'infra pour faire ça, alors que vous avez déjà dans PG ce qu'il faut pour ça. Ensuite, si vous voulez faire du géospatial, donc ça veut dire jouer avec des points dans des zones, avec des géogènes et ce genre de choses, c'est même pas au-delà dans PG, c'est pour du géospatial. En général, PostGIS est la meilleure extension qui existe. Ça explose en perf tous ses concurrents. Et avec des facteurs 10 pour les avoir testés en prod, vraiment, c'est une tuerie. Et en fait, PostGIS vous amène tous les types custom et les opérateurs qui vont bien parce que PG le permet. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, comme pour le full text, pas besoin de monter un MongoDB qui va être une horreur à gérer avec une syntaxe toute bizarre. Vous avez le type JSON et JSONB qui vous permet de faire du structuré et du non structuré. Vous gardez le SQL, vous gardez le côté acide, les transactions. C'est bizarre, ils les ont pas de l'autre côté. Et vous allez avoir des objets JSON que vous allez pouvoir mettre dans votre DB. Et vous avez des opérateurs qui vont vous permettre de descendre dans ce JSON, de les parser. Vous pouvez même mettre des index sur des JSON. Donc vraiment des choses extrêmement avancées. Faites du non structuré, utilisez ça. Et en plus, et je l'ai vécu parce que je l'ai fait, c'est formateur, mais créer des applis qui ne font que passe-plat entre la DB et une API REST, c'est formateur, hein. On le fait une fois, après on en a marre. Si vous ne voulez pas le faire, utilisez PostgREST ou GraphGIN, qui est la version GraphQL, qui va juste lire votre modèle et exposer une API REST par-dessus votre DB, toute faite, avec des conventions, hein. Ça, s'il faut les suivre, et si vous voulez changer comment le moteur de recherche fonctionne, tant pis. Mais vous n'allez pas recoder une appli pour ça, ça fait le taf. Et donc moi, très souvent, je vois des pods dans Cube qui tournent avec un PG, accolé un PostgREST, et c'est fini. Vous avez au pire une fonction custom, vous faites une fonction dans PG. Ok, ça fait mal à écrire, on n'aime pas ça, mais je préfère ça que coder tout un backend pour exposer un CRUD tout bête. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est de très très bons produits. Et ensuite, PG, on peut le faire tourner partout, réellement. Ça tourne d'un Raspberry Pi, vous allez niquer votre carte SD, hein, faut pas le... on est clair, mais d'un Raspberry Pi jusqu'à des très gros serveurs avec des centaines de gigas de RAM, ça tourne du feu de Dieu. Dans Cube, ça tourne extrêmement bien.
Je vous conseille la distribution et l'opérateur Cloud Native PG qui a bien compris, et je trouve que c'est les seuls, comment Kubernetes fonctionne et comment PG fonctionne pour que le DBA et l'Ops soient copains. Donc là, vraiment une très bonne distribution qui gère très bien les backups et tout, donc au moins il sait gérer le cycle de vie de PG. Et si vous voulez avoir un PG distribué, donc là on parle vraiment de distribution, Yugabyte fait un PG qui en plus permet d'être distribué pour amener du HA dans un cluster avec du stockage déployé sur plusieurs nœuds, donc vraiment une très très bonne distribution. Et la meilleure chose en tant que dev à faire, c'est de ne pas faire. Déléguer ça à d'autres. Sur le cloud, Google Cloud, Ivan, Crunchy, Clever, ils sont là d'ailleurs, vous pourrez leur parler. Ils vous fournissent du PG, ils le managent, ils l'upgrade, ils font toute la sécu pour vous. Donc vous n'avez pas à vous en soucier, ça marche. Et ça, c'est juste génial quand on est dev. Donc aujourd'hui, vraiment, ce que je voulais vous présenter, c'est l'infinité des possibilités qu'on a avec PG pour simplifier le code, simplifier notre vie pour manipuler la data et pour éviter de recoder plein de choses très bas niveau. Et j'espère qu'avec tout ça, vous aurez plus envie de l'utiliser. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Et je ne sais pas si on me met dehors ou si j'ai le droit à des questions. Une? Ouais. Allez, une question, s'il y en a. Allez, tu es sélectionné. Et Spec 2023, du coup, en résumé. Je t'entends pas, est-ce que tu peux? Pardon, les Spec 2023, du coup, en résumé, quoi. Ils ont intégré la notion de graphe. Donc en fait, le SQL commence à manger des parts sur Neo4j et ce genre de choses, avec des syntaxes qui amènent beaucoup de choses sur les graphes, et ils améliorent le JSON. Alors la question, excusez-moi pour le live, je le répète, quelles sont les nouveautés de la spec 2023? Donc des nouvelles choses, mais on est quand même sur de la stabilité, et les graphes sont nouveaux, mais d'ici que ce soit implémenté, il y a de la marge. Et n'hésitez pas, on discute juste après. Merci encore et bonne suite de conf.